Bonjour à tous et bienvenue sur Les Bâtisseurs. Je suis avec Benjamin, un ancien soldat qui a décidé de réaliser un documentaire sur l'un des moments les plus marquants de sa vie de soldat. C'est celui de l'embuscade d'Uzbin. Peut-être que cela ne vous dit rien, pourtant ce fut l'un des moments les plus marquants de l'histoire récente de l'armée française. Benjamin va donc évidemment nous parler de ces événements, de ce qui s'est passé, de comment il les a vécus, de comment cela a aussi marqué ses camarades, car ce documentaire est aussi et surtout pour eux. Et j'ajouterais même, car je pense que ce fut l'un des entretiens les plus marquants que j'ai pu réaliser sur cette chaîne. Je vous souhaite à tous un bon visionnage et une bonne écoute. C'est la plus grosse bataille de ces dernières années, donc c'est la fois où il y a eu le plus de morts français depuis l'attentat du Drakkar dans les années 80 au Liban. Et c'est, je crois, la plus grosse bataille à haute intensité depuis la guerre d'Algérie. Ouais, il y a eu ce long moment où dans l'hélicoptère, personne ne parlait. Tout le monde se regardait et chacun à sa manière se préparait à ce qui allait arriver, quoi. En fait, ce qui est le plus dangereux là-bas, c'est de prendre des habitudes. Les Russes, moi, souvent vous avez patrouille, on voyait les dépouilles de chars russes. Même à Kaboul, tu peux croiser des enfants avec une seule jambe, à qui il manque un bras, parce qu'ils ont marché sur une mine de l'époque russe. Et quand je vois des gens un peu va-t-en-guerre, que ce soit d'un côté ou de l'autre en France, ils se rendent pas compte de quoi ils parlent. Je vais être honnête, hein, je vais être honnête dans ce que je dis. J'ai l'impression qu'il y a une baisse de réflexion et de QI dans ce pays qui est incroyable. Je faisais des conneries, je faisais des conneries, j'avais des petits boulots, je me levais pas. À un moment donné, je suis resté quelques mois chez moi à rien faire. Mon père est rentré du boulot, voilà, il se levait à 5 heures du matin, maçon, il me voyait sur le canapé, il me traitait de tout, il fallait que je parte, quoi. Et ouais, ça m'a quand même recadré. Et je pense que c'est une bonne expérience pour tout le monde, hein, en dehors des missions, etc. Je pense que c'est une bonne expérience de pouvoir se confronter un peu à la hiérarchie, la discipline et tout. Je pense que j'en avais besoin. J'étais à la Mhm. recherche de ça. Et, euh, et du coup, ça s'est passé comme ça. Je suis parti là-bas et je me suis mis à fond dedans direct. Ça a été dur les premières semaines parce que c'était dur moralement et physiquement. Enfin voilà, les classes c'était compliqué. Mais ce qui était dur, c'était vraiment ouais, ce côté discipline un peu extrême, on va dire. Et en fait, ça change complètement, ça forge une personnalité différente. Et, euh, et je pense que j'avais besoin de ça. Et c'était le bon choix pour moi. Ça t'aide encore aujourd'hui, ça? Ça m'aide encore. Après, je t'avoue, franchement, quand on n'y est plus depuis quelques années, on perd un peu, là, tu vois. Mhm. Je me lève pas le matin en faisant mon lit au carré, tu vois. Mais oui, oui, bien sûr, ça m'aide encore, évidemment. Quand j'ai retravaillé après dans le civil, que je sortais de l'armée, euh, je voyais la différence avec les autres était flagrante. Même Mhm. mes patrons, mes chefs me le disaient, au niveau de la ponctualité, au niveau de la rigueur, de la tenue. Voilà, il y avait un monde, quoi. On voyait que même si j'étais pas du métier, comme par exemple j'ai travaillé dans un autre domaine après, euh, ouais, je pense que ça m'a beaucoup aidé, mais ça m'a aussi desservi parce qu'il y a des patrons qui étaient frileux d'engager des anciens militaires en mode, Ah ouais? ouais, ouais, en mode ils sont trop obtus, ils sont pas assez. Mhm. Par exemple, une fois, après l'armée, dans la restauration. J'avais une amie qui travaillait dans un restaurant Ouais. et elle a dit à son chef, il cherchait un serveur, elle m'a appelé, elle m'a dit ça te dit d'essayer. Je suis venu, j'ai essayé, j'étais à l'heure, j'ai travaillé tout ça. Et puis non, bah non, le mec elle m'a dit en gros ça le gênait quoi. Le fait que je sois trop droit, trop le regard fixe, enfin Mhm. c'était pas voilà. Donc je pense que c'est une bonne chose. Après, je pense que quand on arrive dans le civil, il faut réessayer de s'adapter Ouais. aussi, d'avoir une certaine Savoir souplesse. redétendre un petit Ouais. peu. Mhm. Et, au début, c'est pas facile, mais au final, après, on prend le pli et après, Mhm. ça revient normalement, quoi. Donc tu fais tes classes. Ça se passe comment après tes débuts, première, première opération, C'était, etc. bah alors mes classes déjà, le premier jour, Ouais. c'était un sketch. En fait, je suis parti de Toulon, c'était en juin 2006. J'étais en Bermuda débardeur, basket, Ok. avec mon petit sac. Donc ma famille qui m'accompagnait à la gare, tout Mhm. ça, voilà, un peu d'émotion parce que je pars pour l'armée, enfin voilà, c'était pas facile. Et en fait, on est quand même au mois de juin, chez nous, le mois de juin, c'est l'été déjà, quoi, c'est la plage.
et j'avais une toute petite veste. Et, et en fait, je prends le train, j'arrive Paris, gare de Lyon, hop, je prends le métro, gare du Nord. Et quand j'arrive à mon régiment qui était à Noyon, en Picardie, il grêlait, et il grêlait, et il devait faire 5 degrés. J'ai dit non, c'est pas possible. Et en fait, quand je descends du train, les seuls qui sont dans ma tenue, c'est-à-dire en tenue un peu légère, voilà, Mhm. c'était soit les mecs du Sud, soit les Tahitiens, les mecs des îles. Tous les autres, ils avaient les anoraks, l'écharpe. Et là, je me rappelle, j'arrive devant le bus de l'armée, armée de terre, qui vient nous chercher. Et le sergent qui me regarde avec son accent ch'ti me dit ah, ça c'est encore un mec du Sud, tu vois. Et du coup, je monte dedans. Et c'était le premier jour où je suis arrivé. Et ils nous font descendre à 500 mètres du régiment, sous la flotte. Et ils nous font courir en civil déjà dans la boue jusqu'au régiment. Et ils ont dit, ouais, ça va pas être les vacances. Déjà, dès le début, j'ai compris. Je me suis dit, Mhm. ouais, ça a été. Ça s'est passé comme ça, en fait. Mais je pense qu'au début, ils voulaient faire du tri. Et d'ailleurs, ça a été le cas, hein. La première semaine, je pense qu'il y en a au moins 7-8 qui sont partis. Et ceux qui sont pas vraiment motivés ou qui ont des trop petits morales ou qui sont pas faits pour ça, directement, on leur annonce la couleur, on leur dit, c'est pas pour vous. Donc, Mhm. c'est bien de. Je pense que ça permet de garder, on va dire, ceux qui sont vraiment motivés, quoi. Donc voilà, ça se passe comme ça. Je fais mes classes. Euh, je fais mes classes, des classes classiques en hiver dans le nord. Donc moi, je suis assez, bah voilà, je viens du sud, je suis un peu frileux. Je suis un mec, j'adore dormir. Enfin, c'est-à-dire, en fait, je pense que le plus dur, ça a été vraiment le froid couplé au manque de sommeil, quoi. Ouais. C'est ça qui a été le plus dur, euh, moralement, on va dire. Donc ça se passe, je fais mes classes, je finis mes classes. Et puis après, ouais, derrière, compagnie de combat. Et puis, c'est parti, quoi. Et t'as été déployé où en... En Côte d'Ivoire. Ouais, Enfin, en mission. de manière générale en fait. Alors, donc je finis mes classes et ouais, je pars directement en Côte d'Ivoire, je Ouais, crois 2 mois après. Alors, c'était en 2007, à l'époque, c'était la guerre civile, c'était encore la guerre civile. d'accord. Donc, le contexte y était compliqué. J'étais à Abidjan. Après, j'ai pas mal bougé. Je suis allé dans le nord, je suis allé à Yamoussoukro. Enfin, j'ai pas mal bougé en Côte d'Ivoire. Et je pense que pour une première mission, c'était bien. Mais, euh, mais c'était pas facile quand même parce que j'avais 19 ans, je crois. Déjà de se retrouver, d'être confronté à ce genre de choses à cet âge-là, même si tu as fait tes classes, même si tu es Mhm. formé, tu prends quand même une claque. Tu prends une claque quand tu vas dans certains endroits un peu reculés, loin de la capitale, où tu vois vraiment la misère, la pauvreté, les enfants, toutes ces choses-là. Je pense que ça, ouais, c'est ça qui m'a le plus marqué. Euh, il y a eu pas mal de maintien de l'ordre, mais c'était pas, il n'y a pas eu de, enfin, il y a eu 2, 3 moments où ça a chauffé, mais il n'y a pas eu vraiment de mission opérationnelle, c'est-à-dire, voilà, où il y a eu vraiment besoin d'utiliser la force. Mais c'est arrivé, oui, que ça chauffe, plus du maintien de l'ordre, quoi, Mhm. ben, des émeutes, des choses comme ça, quoi. Donc c'était ma première mission. Euh, Après, j'ai fait pas mal de stages commando, etc. Mais ça, tout le monde en fait dans l'armée. Et puis derrière, bah, l'Afghanistan, voilà, en 2008. Ok. Donc toi en Afghanistan, t'avais quel âge? J'avais 20 ans. 20 ans? Ouais, j'avais 20 ans. Je suis parti en mars 2008, donc j'avais juste 20 ans. Ouais. Je veux bien que tu... Parce que là on arrive sur ce gros morceau là, Ouais. qui est l'Afghanistan. Il y a une audience aussi, une partie qui sont assez jeunes. Le simple fait que tu aies une dizaine d'années, non 8 ans de plus que moi, tu vois, rien que là tu as une différence d'actualité énorme. Je veux bien que tu poses peut-être un peu le contexte de la présence Euh, française en Afghanistan en ce moment-là, etc. ah ouais, alors la présence française en Afghanistan, donc ça a commencé en 2001. Au début, c'était des petits contingents de forces spéciales qui partaient là-bas, qui ont ouvert le mandat, parce que en fait, ça part du 11 septembre. Donc la raison pour laquelle il y a un mandat OTAN là-bas et qu'il y a une coalition qui va en Afghanistan pour renverser le régime taliban, c'est que en tout cas c'est la raison officielle, le régime taliban protège et cache Oussama Ben Laden. Donc ça part de là. Il se cacherait dans les montagnes d'Afghanistan. Donc au début, ça part vraiment sur ça. C'est plus des contingents de forces spéciales, etc. Et au final, les talibans sont renversés assez rapidement. Donc la coalition de l'OTAN, elle prend Kaboul assez rapidement. Et après, ben, derrière, c'est une présence voilà, qui dure sur des années avec beaucoup de régiments différents qui viennent.
je sais pas, je peux pas dire un chiffre exact, mais des dizaines de pays de la coalition Ouais. qui travaillent là-bas. Et du coup, bah, après, c'est plus la présence pour garder l'Afghanistan et voilà, puis après, ça devient de l'enlisement, quoi. Un peu comme l'ont connu les Américains en Irak, ou voilà, c'est au final les phases de guerre, c'était vraiment au début, mais les phases, la suite, ça a surtout été de la guérilla et de la Mm. contre-guérilla, quoi. C'est-à-dire des attentats, des, euh, des patrouilles, voilà, avec des embuscades. C'était ça. Et donc le quotidien là-bas, c'est ça, la menace, c'est ça, on va dire. Là, il y a des... L'Afghanistan, c'est un peu le cimetière des empires. Il y a Exactement. des endroits où il faut pas mettre les pieds, l'Afghanistan en fait partie. Et, alors on parle souvent des Russes avant, Ouais, mais même l'Empire britannique, les Britanniques. qui avait essayé avant, ça n'a pas été Bah, une en fait, partie c'est un pays plaisir. qui a toujours été en guerre, Ouais. déjà. Et c'est un pays où il y a beaucoup de monde qui s'est cassé la gueule. Les Russes, moi, souvent vous avez patrouille, on voyait les dépouilles de chars russes. Euh, le pays est très marqué par l'invasion russe Mm. au niveau archéologique, enfin au niveau archéologique, pardon, au niveau géographique, enfin sur plein de niveaux, on voit quand même, il y a des séquelles encore D'accord. de l'invasion russe. Il y a beaucoup de mines antipersonnelles et de mines qui sont encore en terre et qui n'ont pas été retirées. Donc il y a beaucoup de champs de mines, il y a encore beaucoup de gens qui sautent sur des mines. Donc Donc, de l'époque de russe l'époque encore. russe. Des enfants, voilà, on croise pas mal, même à Kaboul, tu peux croiser des enfants avec une seule jambe, à qui il manque un bras, parce qu'ils ont marché sur une mine de l'époque russe. Et, euh, et même nous, ça nous est arrivé une fois de dévaler une pente parce qu'on devait récupérer une P4. Enfin voilà, c'était pendant une garde. Et en fait, on s'est retrouvé au milieu d'un champ. On a paradé Alors normalement, ils ont quand même été délimités. Il y a un petit panneau, Ouais. mais on s'est retrouvé comme des fruits là-dedans. Et, euh, et en fait, il y a encore plein de trucs enterrés, quoi. Et donc ouais, c'est au Et vous avez sens. fait comment pour sortir de là Bah, on a remarché sur nos pas dans l'autre sens, quoi, hein. Mais franchement, ouais, c'était drôle, quoi. Enfin, c'était drôle. Avec le C'est, recul, c'est drôle, ouais, mais avec le recul, c'est drôle, sur le moment. mais du coup, oui, voilà, le cimetière des empires, c'est le bon nom parce que au niveau image, ça correspond, mais même au sens propre du terme, quoi. Ouais. On voit le côté cimetière russe, euh, on le ressent quand on est Ah, là-bas, là clairement. maintenant, c'est cimetière américain avec tout le matériel qu'ils ont laissé, Ah ouais, etc. bah là, partout. ah ouais, les talibans, ils ont bien été équipés, on va dire. Ouais, ouais. Et les vidéos qu'on voyait, on a l'impression d'avoir des talibans SEALs. Ouais, c'est ça, ouais. C'est tous les équipements, etc. Ah ouais, les mecs, un des premiers trucs, ils ont récupéré un hélicoptère américain. Et dans les 2 premières semaines, il y avait des vidéos qui tournaient Ouais, où ils avaient pendu les mecs à l'hélicoptère un peu ouais. à la Scarface, là. Hmm. Et euh, pour beaucoup d'anciens, dont moi, enfin d'anciens, de gens qui ont fait l'Afghanistan et qui ont laissé quelque chose là-bas au niveau humain, c'est quand même assez difficile de voir ça. Voir que ça se termine comme ça. Que ça se termine comme ça, de voir tous ces blessés, tous ces morts, tous ces milliards, voilà, toutes ces années, euh, et de dire, bah, au final, on leur laisse. Après, ça c'est politique, voilà, c'est pas de mon ressort, mais ça fait quand même, c'est pas facile de voir ça. Euh, un des premiers trucs qu'a fait Emmanuel Macron, enfin le président de la République, quand les talibans ont repris l'Afghanistan, ça a été de faire un discours à la télé. Je sais pas si tu l'avais vu. Je me Dans souviens pas. les 48 heures, au moment où ils ont repris, tu Hmm. sais qu'on voyait les gens qui couraient sur les Oui, oui, avions oui, qui ça je me s'approchaient. souviens de ces vidéos-là, ouais. Bah, il avait fait une déclaration, enfin le président de la République, a fait une déclaration un des premiers trucs qu'il a fait, c'est de dire, de s'adresser presque directement aux soldats qui ont fait l'Afghanistan en disant non, vous n'y êtes pas allés pour rien, non, ça n'a pas servi à rien. Et je crois qu'il a même mentionné ceux de mon époque qui ont vécu Hmm. l'embuscade, parce que j'imagine qu'il savait que le sentiment que les gens allaient ressentir. Euh, j'ai pas forcément envie de dire si ça a servi à rien ou pas, parce que je pense que chacun a son avis. Mais en tout cas, de voir comment ça se finit, je,
ça laisse dubitatif et c'est pas facile de Donc, voir ces images-là. il y a eu beaucoup de morts. Il y a eu combien de morts en Afghanistan sur toute la période? Français, alors en tout, je sais pas, mais Peut-être un peu français, moins une de 100. centaine. Ouais, Ouais, 97, je dis peut-être une bêtise, mais environ une je centaine. crois que j'ai 94 en tête, mais ouais, c'est pas Voilà. là. C'est dans Donc ces eaux-là. c'est ce qui est pas rien. Et puis au-delà des morts, il y a des Beaucoup de centaines blessés. de familles endeuillées, Mm. des blessés physiques qui ont perdu une jambe, voilà, des blessés psychologiques, et puis aussi des morts et des blessés afghans aussi, civils. Donc ouais, c'est Mais quand tu y étais, la réalité de terrain, ouais. c'était comment La réalité de terrain, je pense que c'est beaucoup de stress. En fait, c'est un stress permanent. C'est-à-dire que moi, j'étais beaucoup de QRF. Donc la QRF, c'est la Quick Reaction Force. C'est entre guillemets ceux qui interviennent en premier lorsqu'il se passe quelque chose. Donc nous, il y avait 2 modules. Il y avait une QRF 5 et une QRF 15. En fait, QRF 5, vulgairement, ça veut dire en 5 minutes, tu dois être prêt dans le véhicule, dans le VAB, avec ton gilet, tes armes, tout prêt, à partir sur l'événement. Et la QF 15, c'est pareil, sauf que tu as 15 minutes donc, pour être prêt. Donc voilà, on était souvent de QRF. Donc ça, c'est quand même un certain stress parce que ça nous arrivait plein de fois d'être alertés, de partir. Ça nous arrivait très souvent d'arriver, c'était trop tard. Ouais. Donc voilà. Mais quand tu pars, tu sais jamais sur quoi tu vas tomber. Après, ça devient presque un réflexe, quoi. Un réflexe dans le corps. Une fois, je me rappelle que j'étais de QRF, donc quand tu es de QRF, tu dors avec tes rangers, tu dors avec ton treillis, tu peux pas, voilà, t'as pas le temps de débander, de te dire je vais me mettre en claquette. Hmm. Et je me rappelle un soir, tellement c'était devenu un réflexe et tellement notre corps s'y est habitué. Un soir, on a entendu une détonation, enfin vraiment une explosion, pas très très loin, qui était très puissante, et on savait que c'était un attentat. Et en fait, le chef de groupe est arrivé dans la chambre, dans la piole, et il a dit: oh les gars, allez go, voilà, alerte et tout. Et en fait, on était pratiquement déjà prêts, quoi, avant qu'il vienne nous réveiller. Hmm. C'est-à-dire qu'en fait, on a ouvert les yeux, on savait qu'il s'était passé quelque chose et on savait que c'était à nous, quoi. Et en fait, c'est cet état d'alerte permanente Ouais. qui peut être fatigant et usant, mais qu'on est obligé d'avoir, parce que tu peux pas te permettre de prendre les choses à la légère. Hmm. Tu peux pas. Ouais, j'imagine à peine c'est effectivement cet état d'alerte permanente. C'est Ça ça. doit être Pour toi et pour tes très fort. collègues. Parce Pour que les même autres. quand tu dors, en fait, tu dors pas. Tu dors pas vraiment. Après, il y a des moments où on n'était pas de QRF. On a fait beaucoup de patrouilles et tout. Mais même quand tu pars en patrouille, même des patrouilles. En fait, ce qui est le plus dangereux là-bas, c'est de prendre des habitudes. C'est ça qui est le plus dangereux. Quand tu fais D'accord. des patrouilles sur un certain Périmètre. périmètre, certains endroits que tu connais, donc tu essayes de jamais prendre les mêmes trajets parce que, bien sûr, tu sais très bien que 100% du temps, tu es Hmm. épié là-bas par les talibans. Mais en fait, c'est de prendre cette habitude, tu vois, de voir toujours les mêmes paysages. En plus, il y a un côté un peu lunaire en Afghanistan, tu sais, avec les montagnes et tout, donc Ouais. tu es facilement distrait, quoi. Et je pense que c'est ça, c'est le plus dangereux, c'est ça. De se dire, bon, allez, c'est une patrouille, allez, on part en patrouille, c'est comme si on allait. Non. En fait, il faut tout le temps rester aux aguets parce que il peut arriver n'importe quoi à n'importe quel moment. Hmm. Et je pense que ça, c'est nécessaire. Et en même temps, c'est usant. Mais c'est ce qui fait aussi la spécificité de ce métier et de cette mission en plus, qui était quand même, on va dire, sur les dernières années, en tout cas peut-être depuis 15-20 ans, le conflit et la Hmm. mission à faire, quoi, pour tout combattant qui voulait, qui s'entraînait pour aller au combat. Et pour ce qui est de le rapport à la population, ça se passait comment? Le rapport à la population il est très très compliqué. Euh, alors, moi je distingue deux choses. Il y a le rapport à la population en général et il y a le rapport aux enfants. Hmm. Les enfants, même si ils vivent dans un pays en guerre, même si ils sont quand même, on va dire, ils ont une certaine idéologie, ce qui est normal et tout, voilà, qu'on leur inculque, ça reste quand même des enfants. Donc il y a ce côté un peu innocent, ce côté, voilà. Donc les enfants, généralement, ça se passait bien. Euh,
les enfants adorent, par exemple, voilà, quand ils voient des soldats américains ou même des soldats français, ils sont un peu en mode un peu admiratif, quoi. Hmm. Mais sinon, le rapport à la population en général est assez compliqué parce qu'on sait qu'en fait, l'ennemi, il est dans la population. En fait, c'est ça qui est compliqué avec ce genre de conflit, et les conflits actuels, les conflits modernes, c'est que très souvent, à part peut-être voilà, en Ukraine ou dans certains endroits, 99% des conflits maintenant, c'est plus une armée contre une armée. Tu te bats pas contre des mecs qui ont un treillis, tu te bats contre des civils Ouais. qui rentrent chez eux le soir, qui ressortent faire des actions, ils se fondent dans la masse. Donc en fait, le rapport, il y a cette méfiance. Tu Hmm. croises des gens dans un village, ils sont là, ils te disent, ça, ils te font signe, bonjour, mais tu sais pas qui c'est. Ouais. Voilà, c'est déjà arrivé que tu fais une patrouille, ça tire un peu, voilà, des mecs un peu une petite embuscade, enfin voilà, et puis les mecs, t'arrives dans le village, et puis t'as un groupe de mecs assis, tu vois, en train de discuter sur un muret, et puis le mec, ah, ça va. Et dans ta tête, tu te dis, ça se trouve, c'est lui qui vient de me tirer dessus il y a 5 minutes, tu vois. Hmm. Et il te fait un grand sourire, et il te dit, ça va, voilà. Ah, donc un rapport de défiance permanent. Voilà. Et mais en même temps, tu peux pas savoir, c'est peut-être Ouais, quelqu'un ouais. qui est contre les talibans aussi, donc c'est très compliqué. Dans la culture pachtoune, parce que l'Afghanistan c'est complètement différent, c'est pas des Arabes, c'est des Pashtuns, Ouais. donc ils ont vraiment une culture à part. Et T'as différentes ethnies, t'as les Pashtuns qui sont majoritaires, t'as voilà, les c'est ça, Tadjiks, les Ouzbeks. exact. Voilà. Mais on va dire que la culture dominante, c'est la culture Pashtun en Ouais. Afghanistan, et ils ont une culture de l'hospitalité qui est incomparable avec personne d'autre. C'est-à-dire que même leurs ennemis, ils vont les accueillir. Tu vois. D'accord. Par exemple, il y a un truc qui s'appelait. En fait, il y a un truc qu'on faisait des fois, on faisait des patrouilles, on allait dans les villages. Le chef de section buvait le thé avec le chef du village, avec l'assemblée. Donc voilà. Et souvent, on essaie de créer un lien avec les gens des villages parce Mhm. qu'on essaie quand même d'avoir un côté, voilà, un lien, de discuter. Ça peut servir pour avoir du rance ou même pour être bien vu. C'est toujours mieux de traverser des zones en se disant qu'on a des amis, même si le mot est fort. Et du coup, en fait, on savait par exemple que le chef du village, quand il nous accueillait ce jour-là et qu'on faisait cette assemblée, qu'on buvait le thé avec eux, on savait que ce jour-là, dans la zone, on ne serait pas attaqué. Mhm. Parce que quand ils te disent je t'accueille, ils ont ce sens d'hospitalité en te disant voilà, aujourd'hui, t'inquiète, je t'accueille, même si on est ennemis peut-être, mais aujourd'hui, tu n'auras rien. Par contre, dès qu'il commence à faire nuit, c'est reparti, quoi. Ouais. Et en fait, voilà, ils ont ce truc de l'hospitalité, voilà, s'ils accueillent quelqu'un, même ennemi ou quoi, ils vont tenir leur parole. Ça fait un peu les concepts un peu guerriers à l'ancienne, C'est ça. que ce soit l'Irak qui, pendant certaines fêtes, pas de guerre, puis tout le monde le respectait, ou alors c'était le côté un peu honneur, on va attaquer les premiers messieurs. Enfin, Ouais, il y et avait- en fait, il y a ce côté-là, mais en même temps, là-bas, je dirais pas que c'est. En fait, ça fait tellement partie de leur culture. L'hospitalité, la parole donnée, ça passe au-dessus de tout. D'accord. Donc, et c'est pour ça aussi que ça a été un peu le malheur aussi de l'Afghanistan et des talibans. Parce que les talibans ont donné leur hospitalité à Ben Laden après le 11 septembre. Hmm. Ils lui ont dit, OK, on va t'accueillir. Voilà. Quand la coalition internationale est arrivée, qu'ils ont commencé à les renverser, etc., ils auraient très bien pu dire, ah, c'est bon, t'es bien gentil Oussama, mais là, vas-y, dérape un peu, là, tu vois, tu vois. Ils auraient pu le Ouais. balancer, ou voilà. Non, ils l'ont protégé. Ils l'ont protégé pendant des années, parce qu'ils avaient la parole, ils ont donné la parole, ils ont donné leur parole d'hospitalité à cette personne-là. Donc voilà, c'est dans le bon comme dans le mauvais. Pour eux, c'est Hmm. l'hospitalité. Voilà, il y a certains concepts là-bas qui qui font que c'est complètement spécial la mentalité. Donc le rapport à la population, il est très très ambigu, mais faut rester toujours méfiant, voilà, parce que n'importe quel mec qui te salue 2 minutes après, il Hmm. peut te tirer dessus, Hmm. quoi. Hmm. Mais c'est intéressant cette remarque que tu as fait sur l'hospitalité parce que là, tu as cet exemple-là, mais il y a beaucoup de malentendus, de problèmes diplomatiques, voire même des fois des conflits qui Ouais. peuvent émerger d'incompréhension débile entre les populations qui juste ont une façon de voir les choses radicalement différente, quoi. Ben oui, il y a des cultures, et n'en déplaise à certains, il y a des cultures, il y a des civilisations, et en fait, clairement, tu es obligé de prendre en compte ce côté-là. Mm. Quand tu pars en mission en Afrique ou dans un pays de l'Est, au Kosovo,
et que tu pars en Afghanistan, toi, tu agis toujours de la même manière. Tu as toujours les mêmes réflexes de combattant, mais par contre, tu as certaines spécificités locales. Mm, mm. Voilà, tu peux pas agir partout de la même façon. Je veux dire, on faisait des patrouilles des fois dans des villages un peu reculés. Des fois, tu croises un Afghan voilà, avec sa djellaba, sa barbe, et avec sa femme derrière qui est complètement en burqa, ou des femmes, peut-être ses filles. Jamais il va te venir à l'esprit de la regarder, de lui dire bonjour. Déjà, voilà, tu parles au mec, mais tu parles pas. Voilà. Alors que par exemple, tu vas dans d'autres pays, bah, c'est la femme qui va venir te parler, qui va te dire bonjour. Donc, tu es obligé de prendre en compte cet aspect-là. Et souvent, oui, il y a des incidents, des incompréhensions, parce que beaucoup de gens pensent que comme ils sont d'une certaine façon, le monde entier doit être pareil. Mais non, c'est ça qui fait aussi la beauté, on va dire, du monde, quoi. C'est qu'on a tous notre culture, notre façon de voir les choses, nos, euh, nos valeurs. Mm. Et après, il y en a certaines qui se rejoignent et d'autres non, quoi. Ouais, clairement. Bah, on va avancer sur l'Afghanistan, donc sur la fameuse embuscade Ouais. que je veux bien que tu parles, qui du coup, alors c'est pas le sujet direct de ton documentaire, c'est plus les conséquences sur les soldats qui ont dû participer. Enfin, sur vous, vous êtes arrivé surtout après coup, c'est ça, hein. Ouais, on en arrive à Donc renfort, ouais. c'est surtout ça, mais on va la poser le contexte de l'embuscade parce que bah, j'en ai parlé un petit peu autour de moi. Et en fait, il y a beaucoup de monde qui soit l'a oublié, soit n'en a jamais entendu parler, etc. Alors que c'est quand même un événement qui est loin d'être anodin, quoi. C'est un événement qui est très loin d'être anodin, parce que c'était la plus grosse bataille, c'est toujours, je crois. C'est la plus grosse bataille de ces dernières années, donc c'est la fois où il y a eu le plus de morts français depuis l'attentat du Drakkar dans les années 80 au Liban. Et c'est, je crois, la plus grosse bataille à haute intensité depuis la guerre d'Algérie, quoi. Donc il n'y avait pas eu ça, on n'avait pas connu ça dans l'armée française. Donc non, c'est loin d'être anodin. Après, ouais, les gens, ça passe et ils oublient, quoi. Mais je sais que ça a marqué quand même une époque. Mais euh, moi, j'étais donc ce jour-là, en fait, on était en patrouille, enfin en escorte de convoi, et on devait partir intervenir sur une mission. Alors, je ne sais plus exactement si c'était d'aller arrêter un trafiquant de drogue ou de trouver une cache d'armes. Enfin, en tout cas, on avait un objectif et une mission à faire ce jour-là. Et donc, on venait juste de partir en escorte de convoi. Et en fait, on a eu un appel radio. Donc, le chef de section a reçu un appel radio. Et directement, on a compris il se passait quelque chose. Euh, Chaque compagnie, j'explique un peu le fonctionnement pour que les gens Ouais, puissent comprendre. Dans un régiment d'infanterie, par exemple, il y a plusieurs compagnies. Euh, tu as plusieurs compagnies de combat. Chaque compagnie a plusieurs sections. Donc en fait, moi je faisais partie de la deuxième compagnie. Et chaque compagnie a un code couleur. Donc le mien c'était rouge. Donc rouge 1, rouge unité, rouge 2, rouge 3, rouge 4. Donc généralement la section rouge 4, la section 4 c'est la section d'appui. Donc il y a un peu des mortiers d'infanterie, hein, ça reste de l'infanterie. d'accord. Et les autres sections c'est vraiment des sections d'infanterie pure, combat rapproché, quoi. Donc voilà, moi j'étais dans une section. Je sais qu'il y avait cette section-là, la section rouge 4, qui était avec une section du 8e RPMA en patrouille ce jour-là euh, en Surobie. Donc c'était dans l'Est en allant vers le Pakistan. Moi j'étais à Kaboul. Et donc ce jour-là, ben, on nous dit il se passe quelque chose avec Rouge 4, avec le 8. Faites demi-tour et on nous a dérouté vers l'aéroport de Kaya, qui était l'aéroport militaire américain de Kaboul. Et là, ben, ça a été tellement c'était long, je ne saurais pas évaluer combien de temps ça a duré parce qu'il y avait cette montée de stress en même temps, cette attente. Donc ça a peut-être duré 1 heure, ça a peut-être duré 2 heures et demie, je ne sais pas. Mais en tout cas, on a attendu sur le tarmac qu'un hélicoptère vienne nous récupérer pour aller en renfort aider les mecs qui étaient dans l'embuscade. Et on ne savait pas trop ce qui se passait. On ne savait pas trop. En fait, c'était le 18 août 2008, c'était le jour c'est leur 14 juillet à eux un peu, aux Afghans. Le 18 août, c'est le jour de leur indépendance. D'accord. Donc en fait, le président en place à l'époque, Hamid Karzai, il était escorté par tous les aéronefs et tout l'appui militaire qui était disponible. Donc en fait, les mecs sont partis faire une patrouille dans un endroit dangereux
en Alors qu'il n'y avait survie, pas de alors qu'ils n'avaient pas, ils auraient pas pu avoir d'appui derrière, ils quoi. n'avaient pas d'appui aérien, ils n'avaient pas de drone, même si ça se faisait moins que maintenant, mais il y en avait quand même des drones de reconnaissance. Voilà, c'était quand même un endroit dangereux. Bon, après, ça, c'est des décisions euh, du commandement. En tout cas, nous, on a attendu très longtemps qu'un Caracal, un hélicoptère transport de troupes, vienne nous chercher. Et donc là, on nous a dit oui. Donc au fur et à mesure, à la radio, on entendait ce qui se passait. Donc on entendait les mecs qui appelaient, on entendait qu'ils étaient sous le feu. Euh, Après, on nous tenait au courant, les chefs de groupe qui venaient nous voir, bah, et apparemment il y a 2 morts. Apparemment, il y a. Alors au début, c'était des disparus, parce que Hmm. personne n'avait pu aller les récupérer, donc on ne savait pas s'ils étaient blessés, s'ils étaient morts. Donc on nous disait, il y a tant de disparus, la section elle est éclatée, ils sont sous le feu. Donc ils sont restés quand même un bon moment sous le feu. Nous, bien sûr, on trépignait sur le tarmac, quoi, on voulait y aller. On avait préparé nos. Voilà, on avait pris le max de munitions. Et on a attendu. Et puis à un moment, le Caracal est arrivé. Et là, bah, on est monté sur le Caracal pour aller en renfort sur le col, directement sur le col. Alors ça, c'était ma section. Et il y a eu 2 autres sections qui, eux, sont partis en véhicule. Donc eux, ils ont rejoint la Surobie en véhicule. Et nous, on est partis en hélicoptère. Euh, donc moi, ma section, c'était la section qui devait être déposée, héliportée sur le col directement, sous le D'accord. feu, pour récupérer. Parce qu'en fait, l'embuscade, elle s'est faite dans un... C'était quoi? C'était un défilé En fait, non, c'était une cuvette, c'était un col, donc un peu en cuvette. D'accord. En fait, ce jour-là, donc en fait, la patrouille qui s'est fait prendre en embuscade, c'était une section Carmin 2 du 8e RPMA. Il y avait une section, un JTAC. Donc le JTAC, c'est des Américains qui sont là pour coordonner les appuis aériens. D'accord. Donc il y avait un JTAC américain, un élément de JTAC américain. Il y avait donc la section du 8, il y avait Rouge 4 de la section d'appui de mon régiment. Et il y avait une section de l'ANA, de l'armée nationale afghane. Et donc en fait, les mecs du 8, Ça fait combien d'hommes à peu près tout ça? euh, ça fait, ouais, je pense, une bonne soixantaine. Ok. Mais après, c'est vraiment éclaté, quoi. Mhm. Parce qu'il y a une section qui est montée à pied sur le col, la section d'appui qui est restée en appui Ouais, derrière. ils sont dispersés, quoi. Voilà. Et en fait, la section qui s'est fait prendre en embuscade, c'était la section du GMRPMA qui était à pied, qui était montée à pied jusqu'en haut du col pour reconnaître le col. Et en fait, ils ont eu du rance, ou en tout cas, ils étaient préparés, puisqu'il s'avère qu'il y avait plus d'une centaine de combattants talibans qui s'étaient mis à 360 degrés tout autour du col. Ils avaient aménagé des trous avec des caches d'armes, ils avaient fait des munitions, des trous pour leurs canons, ils étaient cachés. En fait, les mecs, ils avaient aucune chance, quoi. Et les Mhm. mecs, ils attendaient et ils étaient à 360 degrés autour du col. Donc les mecs, ils se sont retrouvés euh, sous le feu, avec presque rien pour se poster, pour se cacher. Euh, les mecs en face, ils avaient du RPG, donc du lance-roquettes, ils avaient du Dragunov, donc du tir de précision, ils avaient beaucoup de. Ils étaient bien équipés, bien préparés, bien cachés. Et du coup, ben voilà, ils se sont fait prendre en embuscade. Et clairement, ils n'avaient aucune chance. Donc bah, nous, en fait, voilà, on nous a envoyé un renfort sur le col pour essayer de récupérer le col et surtout de faire décrocher cette section qui était sous le feu et qui s'en sortait pas. Mhm. Au fur et à mesure, apparemment, ils étaient à court de munitions. Les combats, ça devenait très très rapproché, presque au corps à corps. Parce que les talibans, ensuite, il y a eu la tombée de la nuit, ils sont descendus à pied. Parce que ça a duré combien de temps, tout ça? Ça a duré, je sais plus exact, mais ça a duré une bonne partie de la journée et ça a duré toute la nuit après. Ah oui, donc... Voilà, parce que le temps qu'on reprenne le col, quoi. Ouais, non, on n'est pas sur 30 minutes. Ah non, non, Ça a été c'était, plus de ouais, nombreuses heures. pour nous, l'opération, elle a duré 24 heures, quoi, au Ouais, moins. d'accord. Euh, donc les mecs étaient sous le feu. Déjà, ils avaient avec eux une section de l'armée nationale afghane. Des témoignages que j'ai eus des mecs de Rouge 4 et de quelques mecs du 8 qui m'ont dit que apparemment le premier truc qu'ils ont fait, les soldats afghans, c'est de jeter leurs armes et de partir en courant et de se cacher. Hmm. En fait, il y en a un d'eux qui a pris une balle et ils ont posé les armes et voilà. Du coup, ça fait un peu écho à ce qu'on a vu après quand quand les Américains sont partis et que Oui, effectivement. voilà, on voit que bon. Donc bah, ils se sont retrouvés sous le feu et nous, bah, on était dans l'hélicoptère
Et on devait être envoyé en renfort donc sur le col. Et en fait, ce qui a un peu sauvé, ce qui a fait qu'il y aurait pu avoir beaucoup plus de plus gros dégâts encore chez les Français, c'est que la nuit elle est tombée. Et, et après, ben, nous on est arrivés. Et les mecs du 8, ils étaient sans appui aérien, sans appui pendant des heures. Euh, donc nous on est arrivés à la tombée de la nuit dans l'hélicoptère. Et en fait, c'était 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 quand même assez spécial. Euh, T'as cette montée d'adrénaline, tu vois, tu sais que tu y vas. En même temps, t'as quand même un peu peur. On va pas se mentir. Tu redoutes ce qui va se passer. Tu te dis, voilà, je vais arriver sur le col. Et ouais, il y a eu ce long moment où dans l'hélicoptère, personne parlait. Tout le monde se regardait et chacun à sa manière se préparait à ce qui allait arriver, quoi. Hmm. Certains priaient, d'autres avaient le regard dans le vide. Il y avait juste un mec de mon équipe qui arrêtait pas de parler parce que lui, il avait peur en hélicoptère, donc il me disait allez, c'est bon, qui se pose, qui se pose. J'ai dit mais attends, c'est où on va? Il m'a dit ah, je m'en fous, moi l'hélicoptère, c'est bon. Mais voilà, mais au-delà de ça, ouais, c'était un moment avec énormément de tension. Et tu te dis, tu t'es entraîné tout ce temps pour ça, maintenant tu y es. Tu redoutes et en même temps, tu as cette montée d'adrénaline qui fait que tes sens, ils sont au max, quoi. Tu vois, t'es... Donc au moment où on arrive sur le col, tu as le pilote de l'hélico du Caracal qui d'ailleurs était très, très très fort parce que il avait une sacrée pression, il transportait une section entière derrière dans l'hélico. Il arrive sur le col et au moment où il arrive sur le col, c'est Star Wars, quoi. C'est-à-dire que c'était la tombée de la nuit, on voyait les balles qui passaient, c'était un... c'était un feu énorme. J'avais jamais vu ça. On voyait tout autour du col des parts de feu de partout. C'était ouais, c'était Star Wars, vraiment. Hmm. C'est le truc que je me suis dit dans ma tête. Je me suis dit, putain, c'est Star Wars. Et là, le chef de groupe qui me dit, on va là. J'ai dit, ok, ça va. Et en fait, il s'avère que le pilote de l'hélico a pas pu se poser parce que c'était trop dangereux. On commençait à à entendre des balles siffler parce qu'il commençait à prendre l'hélico pour cible, etc. Hmm. Donc il a dû nous poser à la FOB. Alors la FOB, c'est une base avancée euh, française, donc qui était à quelques kilomètres de l'embuscade. On nous a déposé à la FOB et après ben, on a dû charger un véhicule, un VAB avec des munitions. Et après on est parti à plusieurs VAB directement autour du col. Et là ça a été très long. On avançait vraiment. En fait les talibans se sont séparés en petits groupes et ils essayaient de contourner toutes les unités de renfort françaises. Ils essayaient vraiment en gros, de nous encercler. Et donc en fait, il y avait plein de groupes et ça échangeait il y avait des échanges de feux sporadiques, quoi, avec des petits groupes qui s'étaient formés. Donc c'était vraiment sur une grande zone autour du col. Et c'était vraiment, ouais, c'était ça. C'était des petits groupes qui s'étaient séparés. Euh, Certains groupes même qui étaient partis sur le col achever les blessés. Euh, qui étaient allés achever les blessés, voilà. Et en fait, bah, la nuit, ça a été ça. Ça a été d'essayer de reprendre le col, d'essayer de récupérer les blessés, récupérer les morts. Et après, bah, il y a l'appui aérien qui est arrivé. On a eu des arrivées des forces spéciales norvégiennes notamment, mais même d'autres forces. Donc le rapport de force s'est inversé au cours de la nuit. Et c'est vraiment au petit matin où on a réussi à... Les combats ont cessé au petit matin. Parce qu'après, il y a une batterie, une compagnie d'artillerie qui est arrivée et qui les a pilonnés. Et nous, justement, après, on était en protection de cette batterie d'artillerie D'accord. pour les pilonner sur le col, quoi. Donc ouais, ça a duré toute la nuit et c'était très long et en même temps très court.
parce que il y a ce côté où voilà, il y a quand même l'adrénaline qui a son paroxysme. Donc chaque seconde, on a l'impression que ça dure 1 heure. Et au final, ça passe très vite aussi parce que quand on y repense, on se dit il y a tellement de choses qui se sont passées en si peu de temps que c'était court, quoi. Euh, donc voilà, c'était nous, notre rôle, ça a été vraiment ça. Ça a été de récupérer le col, récupérer les blessés, récupérer les morts. Et on a fait au mieux qu'on a pu. On a un mec de chez nous aussi qui est mort, qui a, qui a, qui était dans les renforts aussi, et son véhicule, en fait, le pilote du véhicule est tombé dans une espèce de crevasse. Enfin, le véhicule s'est retourné et du coup, bah, il a été écrasé sous le véhicule. Et, ça, c'est arrivé, ouais. Moi, je me rappelle qu'au petit matin, j'ai croisé les mecs de son VAB bah, qui étaient blessés même, qui faisaient une tête, voilà, et qui m'ont dit, bah, donc ce mec qui était un copain, un mec de ma compagnie, quoi, qui m'ont dit, bah, il est mort, quoi. Du coup, on a dû bah, même faire exploser, faire sauter le VAB parce qu'il y avait des munitions dedans, il y avait des munitions instables, donc on pouvait pas les laisser, c'était trop dangereux. Donc voilà, ça a été vraiment ça en fait. C'était l'embuscade cette nuit-là. Je pense qu'il y a eu 2 réalités. Il y a eu ceux qui étaient sur le col et qui ont vécu une réalité qu'on ne pourra jamais comprendre parce qu'ils étaient sous le feu pendant des heures. Beaucoup ont eu ce sentiment, je pense, d'avoir été abandonnés, de ne pas avoir d'appui. Et puis il y a eu l'autre vision de ceux qui sont arrivés et qui ont essayé de faire tout ce qu'ils pouvaient et qui malheureusement à la fin se sont sentis un peu impuissants quand même. C'est ce qui reste à beaucoup de personnes. Et les pertes françaises ce soir-là, et alors, il y avait aussi les Américains, etc. Je ne sais pas si il y avait aussi eu des pertes, mais ça a terminé comment? Alors le bilan total officiel, ça a été 10 morts français et 21 blessés. Dans les blessés et de tout, il y a eu des blessés plus graves que d'autres. On n'aura jamais un bilan total de ceux qui ont d'autres blessures dont on ne parle pas. Mais en tout cas, le bilan c'est 10 morts et 21 blessés. Il y a eu 8 morts du 8e RPIMA. Il y a eu un mort, un légionnaire du 2e régiment étranger de parachutistes qui était le médecin de la section du 8e RPIMA, qui était détaché avec eux. Et un mort du régiment de Nord du Tchad dont j'ai parlé tout à l'heure. Oui. Voilà. Et pas mal de blessés, dont certains que je connais. Et ouais, le bilan a été très lourd. Et d'ailleurs, le président de l'époque, Sarkozy, était venu dès le lendemain. Il s'était déplacé à Kaboul. Il était venu au camp à War House et tout. Donc voilà. Tu as parlé d'ailleurs tout à l'heure du fait que c'était envoyer des unités dans une zone dangereuse alors qu'il n'y a pas de potentiel de soutien. C'est à ça que vous faites référence dans le documentaire que vous parlez derrière de la hiérarchie. Alors, parce que plusieurs fois vous parlez de ça justement. Moi, en fait, le film, quand j'ai commencé à écrire ce film, c'est quelque chose que j'avais dans la tête depuis des années. Et moi, je me suis dit, si je fais ce film, si j'arrive à faire ce film, il faut que tout le monde puisse dire ce qu'il ressent. Donc, bien sûr, il y en a un ou deux qui ont un ressenti envers la hiérarchie, envers la préparation de la mission. Donc, ça fait partie de la réalité du film. Le film ne tourne pas autour de ça, mais je pouvais pas me dire, je vais limiter leurs paroles et dire, voilà, bien sûr, c'est pas le but du film de faire des polémiques ou quoi. Mais moi, si je donne la parole à ces personnes-là pour essayer de les aider, c'est pour qu'elles puissent dire exactement ce qu'elles ressentent et ce qu'elles ont sur le cœur depuis des années et qu'elles n'ont jamais pu dire. Donc oui, il s'avère qu'il y a eu des péripéties et des choses qui viennent du commandement qui laissent un goût amer à certains. Donc ça, après, ce sera visible dans le film. Je laisse les personnes qui en parlent mettre de leurs propos. Après, le film en lui-même tourne beaucoup sur... donc, le fil rouge, c'est l'embuscade, c'est l'Afghanistan, puisqu'il y a aussi 2 soldats qui sont dedans, qui n'étaient pas avec nous à l'embuscade, mais qui ont fait l'Afghanistan plus tard. Et ça, c'est le fil rouge. Mais après, vraiment, le sujet du film, c'est vraiment l'après.
les blessures autres que physiques et l'après dans la réinsertion civile, dans la vision par rapport à la société. Enfin, il y a énormément de questionnements et de choses que j'ai voulu mettre en avant qui, je pense, n'ont jamais été mises en avant, en tout cas pas de quelqu'un de l'intérieur. J'ai déjà vu des films un peu sur ces sujets-là, c'est fait par des journalistes, des réalisateurs. Le fait que ce soit un ancien qui ait vécu, qui était dedans, qui l'écrive, enfin on l'a écrit à deux, mais avec le réalisateur, mais en tout cas ça donne une vision différente et qui fait que j'espère que ça aidera certaines personnes, en tout cas c'est le but. Donc voilà, Et tu me dis si je suis trop vas-y, dans le personnel, n'hésite pas à mettre les stops. il n'y a pas de souci. Sur toi personnellement, après cette intervention, vous avez essayé d'aider pendant l'embuscade. Ça a changé quoi chez toi? C'est passé comment? Ça a changé certaines choses, mais ça, on ne s'en rend pas compte de suite. Moi, je me rappelle que quand on est revenu à Kaboul, au camp, on gardait chacun un peu les choses pour soi. C'est pas quelque chose dont on parle, on va pas aller voir les autres, dire ah ça va pas. En fait, on s'en rend pas compte, on est encore dans la mission. Mais par exemple, quand je suis arrivé au camp, quand on arrive au camp à Kaboul après donc cette mission, cette intervention, moi je me rappelle qu'il y avait un collègue, un pote, qui est dans le film d'ailleurs, qui lui a ramassé les mecs qui étaient morts. Et lui, je me rappelle que, d'ailleurs on le voit dans le film, hein, mais c'est pour ça que j'ai voulu qu'il soit dans le film, parce que c'est un visage qui m'a marqué. C'est quelqu'un avec qui je suis rentré dans l'armée, on a tout fait ensemble, on a fait la Côte d'Ivoire, on a fait nos classes. C'est vraiment, voilà, on a tout vécu ensemble. Et je sais exactement comment il était avant et je sais exactement comment il était après. Et ce basculement, je l'ai vu. Je n'ai pas pu le voir en moi, mais peut-être qu'il a eu lieu, sûrement. Je sais que ça m'a changé, mais il y a des gens où c'était vraiment très visible. Et lui, par exemple, quand on était au camp, quand on est revenu à Kaboul au camp, on n'avait pas dormi depuis 2 jours, on était tout pourri, plein de... Voilà. Et en fait, il a enlevé ses Rangers pour aller se doucher. Et en fait, comme il avait ramassé un mec, il a fait comme ça, il a vidé ses Rangers et il y a du sang et des morceaux qui sont tombés de sa Rangers quoi, dans la douche. Donc ça, je pense que c'est le genre de truc qu'on n'oublie pas, qu'on peut pas oublier. Donc bien sûr que ça a changé certaines personnes, mais encore une fois, chacun vit les choses à sa manière. Et moi, par exemple, je sais qu'il y a des gens qui étaient sous le feu pendant des heures, qui étaient sur le col. Et eux, ce qu'ils ressentent et ce qu'ils ont vécu, je ne pourrais jamais le comprendre. Comme certains ne pourront jamais comprendre ce que j'ai vécu moi. Chacun à sa manière a vécu les choses différemment. Et je pense que oui, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Et c'est de ça que le film parle. C'est de cette chose-là dont on parle peu et qui est en plus qui était d'autant plus à l'époque très tabou dans l'armée. Mais voilà. Ça se passe comment après? C'est que on remarque que vous êtes plus apte à combattre ou on vous met en pause pendant un moment. Ça s'est passé. Non, moi j'étais très apte à combattre. Tout le monde était apte à combattre. On avait même ce sentiment un peu de revanche. Voilà, on avait un peu la haine, quoi. Ouais. Parce qu'on voulait aller se les faire. On voulait y retourner. Mais non, il n'y a pas eu ce truc-là. En tout cas, j'ai pas souvenir qu'il y a eu des mecs qui ont vraiment craqué complètement sur le moment. C'est plus après que ça vient. Mais en fait, quand tu es dans la mission, tu es encore dans la mission. Moi, j'étais encore dans la mission. Donc, c'est-à-dire après, oui, la mission en Afghanistan a continué. Puis c'est quand Exactement. vous êtes arrêté ou là. Voilà. La mission en Afghanistan, elle continue. Donc, on est obligé de rester dedans. On est obligé de continuer les patrouilles. On est obligé de continuer nos missions. On est obligé de... Voilà, ça peut pas s'arrêter comme ça. On peut pas d'un coup... c'est pas une cassure qui fait qu'on est inapte au service. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui vient avec le temps. En tout cas, qui vient après, quoi.
Et donc moi, après, sur la suite de la mission, je m'en rappelle, j'ai appelé ma famille. Euh, voilà, je ne me rendais pas compte de ce que je venais de- sur quoi on avait, enfin ce qu'on venait de vivre. Je me rendais pas compte. L'impact que ça avait eu, voilà, c'est en appelant notre famille qu'on se rend compte, qu'on se dit, ça passe sur toutes les chaînes, ils parlent que de ça. Voilà, donc là, on se rend compte. On commence à se rendre compte de l'ampleur et de la. En Hmm. fait, une fois qu'on est dedans, on est un peu dans un microcosme militaire. On est entre nous, on a notre jargon, voilà, notre mission. Mais je pense que c'est plus quand on commence à se confronter à la société, après ça, qu'on voit soi-même qu'on a vécu quelque chose de différent qui nous a changé. Donc voilà, ça a été. Ouais. Tu as quitté l'armée directement après ou ça t'es resté encore un Non, je suis moment? resté encore un peu. Voilà, après, je suis parti vivre à l'étranger. Euh, je regrette pas d'avoir fait. Enfin, je pense que tout combattant qui s'entraîne pendant des années, l'Afghanistan, c'est un peu la mission. Voilà. Hmm. Donc ça, c'est une chose. Après, je pense qu'il y a des choses auxquelles n'importe quel humain, même préparé, on ne sait pas comment on va réagir, quoi. Et, euh, et je pense que c'est de ça qui parle le film, quoi. Moi, la première fois que j'ai dû faire un tir létal, c'est-à-dire tirer sur quelqu'un, ça a été en Afghanistan. Ça m'était jamais arrivé. En plusieurs mois de mission en Côte d'Ivoire, dans tout ce que j'avais fait, j'avais jamais eu à faire ça. Hmm. Et, euh, et du coup, c'est spécial, quoi. D'un côté, on s'entraîne pour ça, c'est un accomplissement, on se dit, enfin, c'est un accomplissement. Le mot est grand. On va dire, c'est le but de notre entraînement. On s'entraîne pendant des mois, voilà, on a envie de. D'un côté, on veut connaître le feu. C'est pour ça qu'on s'engage dans ce genre de régiment, qu'on va dans des compagnies de combat, etc. Et après, il y a comment on se prépare et il y a la réalité, quoi. Hmm. Ça, c'est deux choses différentes. Sur le moment, comme je t'ai dit, t'as l'adrénaline, voilà, tu te rends pas compte de tout ça. Donc c'est plus après, quoi. Ok. Euh, Là, dans le documentaire dont on a déjà parlé plusieurs fois, donc tu t'as déjà expliqué un petit peu. euh, le, S'il y avait un truc que tu aimerais que les gens retiennent en particulier du documentaire, ce serait quoi? Moi, ce que j'aimerais que les gens retiennent du documentaire, ce que j'espère qu'ils retiendront du documentaire, c'est 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 d'avoir un regard compréhensif déjà avec les gens en général, et Hmm. avec les gens qui ont été militaires ou qui ont voilà, vécu certaines choses. Euh, Moi, ce que j'ai vraiment envie que les gens retiennent, c'est qu'il y a des gens, des jeunes, qui partent à l'autre bout du monde et qui sacrifient quelque chose, qui sacrifient leur jeunesse, qui sacrifient des choses, qui sacrifient des fois leur vie. Et j'ai envie que les gens soient conscients de ça. Je veux vraiment que les gens soient conscients qu'il y a des gens qui vont mal, qu'il y a des gens qui ont sacrifié des choses pour la France, en tout cas pour leur idée qu'ils ont de la France et leur métier. Hmm. Ça, c'est quelque chose qui est, je trouve, très peu mis en avant. On arrive de plus en plus dans une société un peu, c'est malheureux, hein, mais d'un côté, mais antimilitariste, quoi. On le voit Ouais, de plus en plus, des discours anti-France, antimilitaristes, des trucs. Et ça, c'est le genre de choses qu'on a du mal à vivre, à entendre. bien De gens sûr. qui ne connaissent rien, de gens qui parlent sans savoir, qui ont des mots, voilà. Euh, et moi, j'espère que ce film, en tout cas, il va ouvrir les yeux et la conscience de certaines personnes. Et j'espère aussi, le deuxième but, qu'il aide des gens, c'est-à-dire des collègues comme ceux qui sont dans le film, mais d'autres personnes qui m'ont contacté, c'est déjà le cas. Il y a des Hmm. gens qui ont vu, parce que le film a été diffusé en version courte à la télé, Ouais. donc il y a des gens qui ont vu la version courte, qui m'ont envoyé, j'ai reçu des messages, des anciens militaires ou des gens qui me disent ouais, mon père il a fait l'Algérie, il a fait l'Indochine, ton film il a touché il a grave touché. Euh, il y a des gens, des militaires aussi, même encore en Hmm. exercice, qui m'ont dit merci et tout ça, qui l'ont montré à des jeunes de chez eux, qui l'ont montré à leur famille.
Donc j'ai vraiment l'impression que le film il porte un message et il porte quelque chose qui peut aider des gens. Oui. Donc ça, c'est les deux premières choses. Et la troisième chose, ça a été aussi pour moi une sorte de catharsis, on va dire. Parce que j'avais besoin de raconter ça. Ça fait des années que je l'avais dans la tête. Hmm. Et du coup, ben, de pouvoir le dire et le mettre déjà sur le papier, puis après à l'écran, c'est quelque chose qui m'a, je pense, aidé. Euh, je pense que ça m'a aidé. Euh, je ne l'ai pas fait que pour ça, mais disons que dans le film, j'ai voulu mettre en avant que chaque personne a retrouvé comme une échappatoire. Hmm. C'est-à-dire qu'il y en a un, il est à fond, c'est la pêche, voilà, il est passionné de pêche. Il y en a un, il stream en ligne, il reverse les gains à des blessés de guerre. Il y en a un, il a écrit un livre, il fait du slam, tu vois. Donc en fait, chacun a un peu son. Et puis moi, en fait, le message final du film, ça a été de dire, ok, ben, ils ont tous retrouvé quelque chose pour, euh, pour avoir un but, en tout cas une échappatoire, quelque chose qui leur permet d'aller mieux. Ben, moi, c'était le film. Et du coup, je, je pense que ça se voit dans le film aussi. Je pense que ça se voit dans le film. Ce qui est dur pour les anciens militaires qui après reviennent dans la vie civile, et encore moi je parle avec ma petite carrière, je n'ai pas fait une longue carrière, mais j'imagine pour ceux qui ont 20 ans, c'est le cas d'un ami à moi qui l'arrête, il a 18 ans d'armée, il doit arrêter. Donc il est très stressé parce qu'il se dit qu'est-ce que je vais faire. Hmm. Il y a ce côté où en fait je pense que n'importe quel militaire il a besoin d'une forme d'auto-accomplissement. C'est pour ça aussi qu'on va dans l'armée. Hmm. Et aujourd'hui, dans la société actuelle, il n'y a plus de l'auto-accomplissement, c'est quelque chose qui a été complètement détruit. Euh, L'auto-accomplissement, il y a trois catégories. C'est soit il y a des choses, c'est des choses primaires, et maintenant c'est très simple de les avoir. On veut acheter à manger, on veut faire n'importe quoi, on appelle un truc, on se fait commander, enfin c'est très compliqué, enfin c'est très simple je veux dire. Soit c'est des choses qui sont très difficiles à avoir, et c'est là que l'auto-accomplissement il arrive, c'est quand on met de l'énergie dans une chose et qu'on arrive à la faire, et comme par exemple mon film. Hmm. Et là, on se dit, ok, là on ressent cette forme d'auto-accomplissement. Et la troisième catégorie, je pense, c'est des choses qu'on a beau faire tous les efforts possibles, on n'arrivera jamais à les- à assouvir ces besoins-là. Et du coup, en fait, aujourd'hui, c'est comme si la deuxième catégorie avait disparu, c'est-à-dire cet auto-accomplissement de faire beaucoup d'efforts, de donner beaucoup pour réussir à faire quelque chose. Et je pense que ça, c'est un truc qu'on ressent pour les militaires, parce que quand tu es dans l'armée et que tu t'entraînes tous les jours et Hmm. que tu as une vie qui est complètement différente de la vie civile, on va dire, hein. Des fois, tu dors pas, tu fais des marches, tu t'entraînes au tir, enfin, tu as une vie qui n'a rien à voir. Et je pense que cette chose-là, tu la ressens tous les jours. Tu as l'impression d'évoluer, de progresser, tu as l'impression que voilà, tu ressens une forme d'auto-accomplissement. Et c'est quelque chose qui n'existe plus vraiment Hmm. dans la vie civile. Donc je pense que ça fait partie des choses aussi que je voulais montrer dans le film. Et j'espère que ça se verra, quoi. Ça se ressent bien. J'ai une autre question aussi sur la gestion comme tu dis, de ces blessures invisibles. Tu m'avais dit que justement, toi à l'époque, c'était pas très pas vraiment pris en compte par Non, non, l'armée. mais ouais. Et ça évolue comment ça? Ça évolue positivement. C'est vrai que à mon époque, il n'y avait rien. Nous, Pourtant, on a c'est quand été. même. Pourtant, c'est pas si loin que ça. C'est pas si Ouais, loin, ça ouais, fait 15 ans. ouais. C'est pas. Mais je pense que justement, ce qu'il y a eu là, cette embuscade, Hmm. ça a créé une sorte de déclic. Déjà dans le matériel, dans l'accompagnement après carrière des militaires, dans le retour en France après mission. Il y a énormément de choses qui ont changé. Parce que là, ils se sont rendus compte qu'il y a eu un nombre incalculable de mecs qui ont fait partie de cette opération-là, qui sont partis en vrille ou qui ont eu des problèmes après. Et du coup, bah, ils ont été obligés de prendre la mesure de Hmm. l'ampleur du truc. Et disons que ça a toujours été bien géré en interne. C'est déjà arrivé qu'il y ait eu des craquages en interne. Ça, c'est très très bien géré. Souvent, ça reste au niveau section ou au niveau compagnie. À l'interne, c'est très bien géré. Mais Ouais. après, d'un point de vue étatique, on va dire, il y avait rien. Nous, aujourd'hui, ils ont des sas de décompression. C'est-à-dire que quand ils rentrent de mission, ils passent 5 mois, par exemple, en Afrique ou je ne sais pas dans quel pays. Ils arrivent pendant 2 semaines, je ne sais pas, ils sont
à Chypre ou je sais pas, sur une île, voilà, ils se réadaptent à la vie civile. Ils sortent boire des coups, ils sont entre collègues, ils sont en civil. Donc en fait, il y a une espèce de sas de décompression. C'est un truc qui a été créé. C'est moins immédiat. Voilà. Ouais. Ça, c'est quelque chose qui a été fait après. Nous, il n'y avait pas de sas de décompression. Mhm. Et alors, j'imagine que ça aide. En tout cas, ceux qui l'ont fait, ils m'ont dit que ça aidait un peu. Moi, quand je suis rentré d'Afghanistan, on est arrivé, l'avion a atterri, on arrive au régiment, changement civil, et Salut, salut, bonne journée. permission, et on est rentré chez nous. Ouais. Et en fait, tu as ce déclic où tu passes en 24 heures, tu passes Mhm. d'un état d'alerte permanent, d'hypervigilance, tu vois, et où d'un coup, tu dois décompresser et retourner à ta vie, voilà, ta famille. Enfin, moi, ça va, j'avais pas de femme, pas d'enfant, mais j'avais, voilà, tes parents, enfin, tes amis, tu vois. Et quand tu rentres, ben, tu te rends compte, tu te dis, enfin, toi, tu t'en rends pas compte, mais les gens voient et te disent, il y a quelque chose qui va pas, quoi. Et du coup, oui, ça a été quand même, il y a eu énormément d'améliorations, mais on peut faire toujours plus, évidemment. Et du coup, il y a aussi des hauts gradés de l'armée qui s'occupent des blessés, etc., qui sont au courant de ce film et qui vont le voir. Et j'espère que ça peut les aider aussi. Mhm. Euh, le documentaire, on peut le retrouver où s'il y a des gens qui voudraient le regarder là tout de suite? Bah écoute, alors le documentaire, du coup le film documentaire, donc là il va y avoir plusieurs projections un peu partout. Sinon il sera en VOD, voilà, donc il y a un lien, ça c'est la production qui le mettra en VOD. Ouais. Donc euh, D'ici, est-ce que je publie l'épisode sur ça sera déjà publié la VOD ou pas? normalement, logiquement, la date que j'avais moi c'était, on nous avait dit début juin, donc ça Ok, devrait être bon, bon. on essaiera de se débrouiller, On essaiera, tu me mais donneras ça et puis sinon, je mettrai le lien en description. voilà, ouais, ouais. Et le lien normalement, le film, ouais, il devrait sortir début juin, donc Ouais, si ok. ça change pas. Donc, ouais, à un moment je publierai, je pense qu'il sera sorti. Mais dans ce cas-là, on mettra un lien en description pour ceux qui veulent regarder Ouais, ben et j'espère. soutenir. Ouais, ouais, ben il faut que je pense qu'il faut que les gens le voient et euh, ouais, je pense que c'est important que les gens le voient et ça peut donner une vision différente des Hmm. choses. En tout cas, moi, encore une fois, c'est ce que je ressens quand je vois le film, mais je suis pas de l'extérieur. Mais en tout cas, j'ai l'impression que c'est une vision, c'est un point de vue et quelque chose qui a jamais été fait, en tout cas en France. Voilà. Hmm. On va passer sur Ouais. un peu d'autres sujets. Mais qui sont quand même liés. Parce que il y a un peu le retour un peu de la guerre, on va dire, qui se rapproche toujours Ouais. plus en ce moment. Euh, et bon, c'est un truc que je ressens, et je pense que beaucoup de Français ressentent dans la population en ce moment. Il y a un côté un peu va en guerre, un peu inconséquent, euh, d'un camp ou de l'autre. Ça se ressent un petit peu, que ce soit chez les Américains, chez, on peut dire les Russes aussi, hein, chez les Français. Il y a ce côté-là où, puis même maintenant, tu as l'impression, t'es russe ou américain, comme si c'était un club de foot. C'est ça, Il y a des un peu de ultras. ça. Tu as quel avis, toi, là-dessus, qui a connu la réalité des choses? Justement, ça c'est très bien que tu m'en parles. Déjà, moi, il y a un truc qui me gêne aujourd'hui sur ce sujet-là, mais sur tous les sujets en général, mais justement sur ce sujet-là encore plus, Ouais. c'est le manque de nuances des gens. On est dans une époque où en fait, les gens aujourd'hui ils réagissent souvent à l'émotion. Tout va très vite sur les réseaux, on partage des choses, on réagit, on parle sans réfléchir, sans même vérifier des informations. Et du coup, il n'y a plus de nuance, quoi. C'est ou blanc ou noir. Et comme tu Mm. dis, c'est soit on est pro-russe, soit on est pro-américain, soit on est pro-Palestine, soit on est pro-Israël, tu vois. Il y a Ouais. ce truc-là. Ouais. Et en fait, c'est horrible parce que déjà, souvent, c'est des gens qui connaissent rien, qui n'essayent même pas de se renseigner. Mais en plus de ça, ils ont aucune nuance. Ils n'essayent pas de faire l'effort de comprendre des choses, de savoir, de se renseigner sur les choses. Donc moi, ça me fait un peu rire quand même quand je vois des gens, voilà, des pucix du net qui s'emballent sur la guerre, qui sont là, qui parlent de guerre comme si, voilà, alors qu'ils ont dû faire de l'airsoft 2 fois dans leur vie. Bon, ça, Mm. c'est une réalité qui est aujourd'hui. Après, bien sûr, on peut donner son avis sur tout, mais voilà, moi, je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de, on est dans une ère où il n'y a jamais eu autant de réseaux sociaux, il n'y a jamais eu autant de gens qui donnent leur avis, leur point de vue. Et en fait, je vois des trucs, mais effarants, quoi. Mm. Genre, moi, par exemple, je vais pas sur TikTok. Je l'ai, mais je n'y vais jamais. Et franchement, des fois, je tombe sur des lives, des trucs, mais je me dis, mais c'est pas possible. On est en 2024. Il y a des gens, ils font des lives et où il y a des gens, ils commandent des choses et ils vont récolter 300 likes, mais sur des trucs, il fait des choses complètement fausses.
de l'intox complet, des trucs qu'ils ont entendus. Et les gens, ils vont à fond dans les propagandes, les trucs. Et du coup, les gens, maintenant, c'est devenu, ouais, toi, moi, je suis pro-Poutine, moi, je suis pro-truc, moi, je suis pro-ci, moi, je suis pro-ça. Donc, on dirait que la guerre, maintenant, les gens, ils n'ont pas conscience de ce que c'est, de Ouais. ce que ça implique réellement pour les populations civiles, pour les gens sur place, sur l'économie, sur tout, sur énormément de choses. La guerre, c'est... Je pense que vraiment, c'est ceux qui ont connu, et encore plus que moi, même des civils qui ont vécu dans des pays en guerre, voilà, qui peuvent comprendre ce que c'est, qui peuvent vraiment avoir un avis. Mais ouais, c'est vrai qu'il y a le retour de la guerre, mais il y a surtout l'arrivée de toute cette génération de commentateurs, voilà. Hmm. Puis au-delà même de la guerre, hein, une fois je suis tombé sur TikTok sur un live où les mecs ils faisaient un live sur est-ce que la Terre est plate, quoi. Et ça, vous en parlez un peu entre vous, entre anciens armées, etc., quand vous vous revoyez, quand vous discutez entre vous sur les réseaux, j'en sais rien. Bah, Mais c'était pas tant de la guerre en elle-même, les commenter dans ce sens-là, mais dans le sens l'inconséquence des gens sur ces sujets. euh, on parle de plein de sujets. Après, honnêtement, on parle pas trop de politique, hein, vraiment, ou de géopolitique, c'est rare. Et c'est fou parce que on est tous, on va dire, on a servi en même temps, on a fait les mêmes choses, Mhm. on est très proches, mais en même temps, on peut avoir, et pourtant, on a vécu plein de choses ensemble, mais on a des avis des fois complètement divergents. Quand tu es dans l'armée, tu n'as pas d'avis politique, tu es censé être neutre, ta seule couleur, c'est le vert du treillis, tu vois. Mais après, une fois que tu es dehors, bien sûr, en dehors, tu as des avis comme tout le Mhm. monde, quoi. Et du coup, c'est fou parce que même en discutant, tu te rends compte que des fois, tu as des avis complètement divergents avec un autre mec avec qui t'a tout vécu et qui, de par sa vision à lui, voit pas les choses. Donc non, on n'est pas. Ça arrive d'en parler. Mais par exemple, les choses dont on va parler, ça a été plus, par exemple, les attentats, les choses comme ça. Ouais. Voilà, ça, c'est quelque chose qui nous Le a. Bataclan, Voilà, on avait discuté un petit peu avant, tu m'avais dit ça vous avait. ça nous a tous Mm. ceux avec qui j'ai parlé, qui sont dans le film, et que. Ils m'ont tous parlé de ça. Et moi, le Bataclan, quand il y a eu le Bataclan, ça m'a énormément touché. Je pense que ce jour-là, c'était n'importe qui se rappelle où il était, ce qu'il faisait ce jour-là. Et, et ouais, ça m'a. Peut-être nous, ça nous touche encore plus parce qu'on se dit, on allait combattre quelque chose à l'autre bout du monde. On a perdu quelque chose là-bas, on a perdu des potes là-bas. Et au final, on se rend compte que cette chose-là arrive chez nous. Mm. Cette chose-là arrive chez nous et nous attaque. Et, et les gens n'en prennent pas conscience, quoi. Et enfin, en tout cas, ils en ont pris conscience à l'époque. Mais aujourd'hui, c'est des choses qui sont banalisées parce que en fait, on vit avec ça. Ouais. Et ça, c'est pas normal. C'est pas normal qu'en 2024, on vive avec cette menace terroriste au quotidien, cette menace sécuritaire, enfin plein de choses. Enfin, des profs qui se font décapiter, enfin des choses voilà, horribles qui se passent. Aujourd'hui, c'est devenu des faits divers. On en aurait parlé il y a 20 ans, les gens ils auraient dit. Voilà, Ouais, ça aurait été. Voilà. Mais là, aujourd'hui, c'est devenu des faits divers. C'est Mm. pratiquement devenu des faits divers. Des choses comme ça. Et je pense que les gens, malheureusement, se sont habitués. Et, euh, et aujourd'hui, du coup, ça laisse place à un discours vachement, tu sais, relativisé sur ça. Tu sais, t'as des gens presque qui vont te dire, oh, bon, tu vois, presque ils vont défendre ça en disant, voilà, ils vont trouver des excuses. Tu sais, le oui mais. Ouais, il a fait ça, oui mais non. Donc ouais, c'est sur la guerre en général et même sur tous les sujets. Je pense qu'aujourd'hui, c'est compliqué, hein. C'est compliqué de voir de voir les. Enfin, après, chacun a le droit d'avoir son avis, mais franchement, moi, des fois, je reste bête, quoi. Je vais être honnête, hein, je vais être honnête dans ce que je dis. J'ai l'impression qu'il y a une baisse de réflexion et de QI dans ce pays qui est Mm. euh, incroyable, quoi. À C'est partir du c'est moment peut-être où violent tu ce que je ne. dis, mais Je je sais pas à quel point, mais en fait, c'est à partir du moment où tu n'es pas capable de nuances. Tu veux que par exemple, que dans des propos que tu cherches volontairement à donner, parce que tu vas appuyer un propos que tu mettes aucune nuance dedans, parce que tu veux volontairement que ce propos ressorte, parce que c'est ça qui est important dans ta pensée, c'est une chose, mais être. Et puis surtout n'avoir jamais. Parce qu'après, il y a ceux qui confondent nuance et n'avoir aucun parti pris, c'est-à-dire penser à rien. C'est pas de la nuance. Il y a ceux qui disent, par exemple, la vérité est toujours entre les deux. mm. Non.
Parfois, la vérité, elle est Ouais, d'un ça côté. c'est vrai aussi. Dire elle est entre les deux, c'est juste que tu veux pas te prendre la tête. Ouais, ou que Parfois, tu veux pas te mettre en danger. voilà, c'est ça. Tu es entre les deux, bah non. C'est peut-être que lui il ment, peut-être que lui il dit la vérité. Qu'est-ce que t'en sais? Donc non, c'est pas entre les deux. Donc il faut pas confondre la nuance avec ça. Mais par contre, être capable de chercher à se remettre en question en permanence sur ce que tu penses, et disant peut-être que ce que l'autre me dit, c'est pas si bête que ça. Essayer de comprendre ce qu'il est en train de dire, et donc de chercher à nuancer tes propos dans celui-là. Et puis bah, peut-être que du coup, tu regardes ton truc, tu dis non, 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 là pour le coup, il raconte vraiment n'importe quoi là-dessus, je suis sûr de moi. Mais c'est vrai que je trouve il y a cette perte de capacité-là, se dire ok, peut-être que j'ai pas toutes les clés en main, peut-être que c'est plus complexe, surtout sur des sujets géopolitiques, les facteurs sont tellement gigantesques, tellement complexes, etc., que même les gars qui dirigent, ils comprennent pas tout. C'est ça. On a suffisamment de recul avec les différentes guerres mondiales pour se rendre compte que en fonction juste du pays où tu racontes l'histoire, l'histoire change, Mm. elle est différente. Tu Ben vois, ouais. moi, je m'en suis rendu compte en vivant en Italie, tu vois. Quand les Italiens m'ont. Parce que, du coup, je parle d'histoire avec eux, des trucs comme ça. Quand ils me racontent la Seconde Guerre mondiale, je dis, putain, c'est incroyable, ils ont pas la même histoire que moi, quoi. C'était pas du même côté quoi. Bah ouais, mais du coup, la façon dont ils le racontent, les événements à la fin sont les mêmes. Mais la façon dont ils le racontent, la façon dont c'est vécu, elle est différente. Il y a, nous, on a l'axe du mal qui est débile, en fait. L'axe du mal Mussolini-Hitler, qui empêche un peu une réflexion géopolitique C'est vrai. plus profonde, en disant bah, ils étaient fous, ils étaient méchants. C'est pas une analyse intéressante, ça. Et après, tu vas Ouais, regarder mais chez sauf que les ça se limite Italiens. pas à ça quoi. Les Italiens, ils étaient du mauvais côté, donc ils peuvent pas se dire on était juste fous et méchants, tu vois. Donc ils le réfléchissent autrement. Puis bah, ils disent bah en fait, d'un certain côté, sur la géopolitique, machin, Mussolini a été obligé de se positionner comme Mm. ça, tout, parce que vous, les Anglais, les Français, vous avez. Et là, effectivement, c'était plus compliqué que Ils ça. essayent d'avoir une analyse, Ouais. on va dire, froide, quoi, une Mm. vraie analyse historique, ce qui aujourd'hui manque beaucoup. Mais sur tous les sujets, hein, tu vas parler de... Voilà, moi par exemple, j'aime beaucoup lire des choses sur Napoléon, voilà, c'est un sujet qui me plaît beaucoup. Mm. Euh, ben, aujourd'hui, tu vas sur un truc sur Napoléon, voilà, ils vont te parler de choses, tu vois, c'est soit Napoléon, c'est leur dieu, soit c'est le pire des esclavagistes, le pire des... Voilà. Il n'y a personne Enfin déjà, à partir du moment où on commence à regarder l'histoire à travers le prisme des yeux du 21e siècle, c'est que déjà, il y a un Mm. problème, on n'est pas bon. Et là, aujourd'hui, on parle même pas d'histoire, on parle de géopolitique, puisque c'est actuel, la Russie, tous ces conflits-là qui se passent aujourd'hui. Et les gens, ils savent pas ce que c'est la guerre. Et, je vais pas faire le mec, voilà, j'ai pas vécu dans un pays en guerre, j'ai pas fait 30 ans de guerre, mais je l'ai touché du bout du doigt, j'ai vu ce que c'était, j'ai vu les répercussions. Et quand je vois des gens un peu va en guerre, que ce soit d'un côté ou de l'autre en France, ils se rendent pas compte de quoi ils parlent. Ils se rendent pas compte Mm. jusqu'où ça va et les répercussions qu'il peut avoir. Euh, Aujourd'hui, on est quand même. Il y a beaucoup de choses à redire sur la France. Il y a beaucoup de choses dans plein de domaines, sur la justice, sur la sécurité, enfin sur plein de choses, la santé, ce qu'on veut. Mais quand même, on vit dans un pays, on a tendance à l'oublier, on est beaucoup pessimiste. Après ça, c'est le côté un peu français. Mais on vit quand même dans un pays où on vit dans un certain confort, même s'il y a des problèmes au niveau, au niveau économique, etc. Mm. On vit quand même dans un certain confort. On vit dans un certain confort, on vit quand même dans un pays où on a accès à beaucoup de choses. Et, euh, et rien que ça, déjà, il faut que les gens, il faut qu'ils s'en rendent compte, quoi. Quand tu vas dans des pays où il y a des gens qui ont rien, euh, là, tu vois les choses différemment, quoi. Du coup, je pense que le côté trop de confort, dans un sens, ça nuit aussi au pays, quoi. Parce que Mm. les gens, du coup, ben, comme tu dis, hein, ils vont se mettre à fond dans un truc sans essayer d'analyser ou quoi, parce que pour eux, c'est un sujet comme un autre. Ils vont parler de ça comme s'ils vont parler d'un match de foot ou de... Voilà. Ils vont... Du coup, voilà, je pense qu'il faut choisir les médias et les gens avec qui on discute, les médias qu'on Mm. suit, voilà, essayer de tout vérifier. Euh, mais aujourd'hui, on est quand même dans un conflit en Ukraine où on est aux portes de l'Europe quand même. Et Ouais, ça, ouais. c'était plus arrivé depuis très très longtemps. Et Et puis on n'est pas prêt pour ce genre de conflit. je pense que non, je pense qu'on n'est pas prêt. Je pense que euh,
c'est ça justement qui fait que l'armée, les soldats, entre guillemets, ils ont un côté différent en fait. Euh, on nous a entraîné beaucoup à la rusticité, c'est-à-dire, en fait, plus un pays il est, entre guillemets, dans le confort, plus, en gros, il va falloir être dur dans la rusticité, dans l'adaptation, Hmm. pour pouvoir habituer ses soldats. Parce que aujourd'hui, clairement, l'armée française, c'est une des plus rustiques. Quand tu tournes avec les Américains, moi j'ai fait des missions par exemple avec les Américains. Les Américains, ils sont au milieu du désert, ils appellent, ah, vas-y, on leur livre l'hélicoptère, il vient, il leur largue un McDo, quoi. Le mec, il a le Big Mac et tout au milieu du désert, quoi. Non, mais c'est ça, hein. Hmm. C'est logistiquement, c'est un truc de malade. Mais les mecs, ils ont aucune rusticité. Mais euh, après, c'est un modèle différent, quoi. Mais les Français sont très bien entraînés. L'armée française est très bien entraînée au niveau de rusticité, Hmm. au niveau adaptation, sur plein de voilà. Après, est-ce que le pays en lui-même, bon, bien sûr, s'il y a un conflit qui s'importe, ce sera avec l'OTAN. Enfin, il n'y aura pas que la France, hein, dedans. Mais est-ce que le pays en lui-même, en comptant la population et tout, est-ce qu'il est prêt à ça? Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent être prêts, mais qui ne le sont pas, clairement. Je pense qu'on ne l'est jamais. Non, Après. on l'est jamais vraiment, mais en tout cas, je pense que des gens qui sont déjà allés sur des pays en guerre, que ce soit militaire ou autre, hein, voilà, déjà ils ont une vision plus réelle des choses, quoi. Donc eux, peut-être Hmm. ils sont préparés. Peut-être qu'ils fantasment moins dessus, du coup. Ouais. Il y a un autre sujet qui n'a rien à voir, Ouais, mais je ne sais pas si tu l'avais dit en présentant tout à l'heure, mais bon, je dis au cas où, donc tu as vécu en Nouvelle-Calédonie. ouais, Donc, c'est un sujet chaud ouais, en en ce ce moment. moment. Tu as encore des amis sur place, etc. Mm. Est-ce que tu peux nous dire ce sujet? Bah alors déjà, la Nouvelle-Calédonie, c'est un pays enfin c'est un pays, c'est une île que j'aime vraiment. J'ai vécu là-bas des années, j'ai rencontré des gens extraordinaires là-bas. Euh, j'ai encore quelques personnes de ma famille là-bas et j'ai des amis là-bas, des très bons amis que j'ai pas vus depuis des années. Donc ils me racontent un peu ce qui se passe là-bas. Mhm. Et c'est vrai que c'est très chaud. Et après, il y a un contexte particulier par rapport à l'indépendance, les référendums qui ont été refusés, le dégel de cette loi qui fait que bah, du coup les indépendantistes se sentent lésés. Euh, donc en fait, c'est pareil. Encore une fois, il faut avoir de la nuance. Euh, moi, je vois beaucoup de choses pareilles, de réactions de gens. C'est soit clairement anti-France, voilà, anti, ah, c'est des colonialistes, nanana, ils sont à fond indépendantistes. Soit tu as des gens, c'est ah, les Kanaks, les trucs, ils sont à fond en France et ils ont aucune nuance, quoi. Et justement, sur ça, j'aimerais qu'on apporte une nuance encore plus que sur les autres parce que c'est un territoire français et c'est des Français qui sont là-bas. Et, c'est pas, il y a beaucoup de gens qui veulent ramener ça sur le côté racial. Il y a un côté, clairement, oui, ça fait partie de l'équation. Il y a énormément, par exemple, de Kanaks qui ne sont pas indépendantistes, qui ne sont pas avec le FNKS, et Mhm. qui même protègent parce qu'il y a des milices et des contre-milices maintenant. Les gens qui m'appellent me montrent, hein, ils m'ont dit, voilà, et le magasin est protégé par une contre-milice. Donc, ils ont fait des milices pour se protéger des casseurs et Là, tu vois l'échec complet de l'État. l'échec complet. L'échec complet. Je pense que on le voit, mais là, c'est fois 1000. Et après, il y a aussi un effet de mimétisme chez les jeunes là-bas en Nouvelle-Calédonie. Il y a beaucoup de jeunes Kanaks qui, en gros, prennent, entre guillemets, fantasment un peu sur ce côté en France, quand il y a eu les émeutes en banlieue, etc. Et qui ont un petit côté mimétisme aussi. Donc il y a ça, le contexte, bah, du coup, sur l'indépendantisme, le contexte politique. Il y a aussi des tensions entre les communautés, on va pas se mentir, hein. Là-bas, il y a énormément de communautés. C'est pas juste les Blancs et les Kanaks. Il y a des Tahitiens, des Wallisiens, des Javanais, des Asiatiques. C'est multi-ethnique, voilà, là-bas, c'est vraiment un brassage énorme. Et moi, j'ai un de mes meilleurs amis qui est calédonien, en fait. Là-bas, on dit Caldoche. Donc, les Caldoches, c'est les descendants, c'est les Français blancs, descendants des premiers Français blancs qui sont arrivés sur place. Et déjà sur l'histoire du pays, c'est pas des colons qui sont allés là-bas coloniser, c'était un bagne là-bas. Donc tous les blancs qui sont arrivés là-bas il y a plusieurs générations, qui ont été envoyés, c'était des bagnards. Mhm. Donc en fait, ils sont devenus calédoniens. Voilà, moi, mes amis caldoches, comme on dit, là-bas, c'est des Calédoniens. Ils se sentent calédoniens, ils sont nés là-bas, ils ont grandi là-bas, leurs parents sont nés là-bas. Ils font partie du pays, c'est leur pays aussi.
Et c'est très compliqué, parce qu'il Mmh. y a aussi ces revendications d'un côté ethnique aussi par rapport à l'indépendantisme. Donc il y a énormément de choses. Et c'est pas juste tout blanc ou tout noir, une fois de plus. C'est pas juste. Oui, tu peux pas juste leur dire ça, c'est la terre de ses ancêtres à lui, donc dégage. Dans le sens où là, enfin, ça fait pas 30 ans qu'ils sont là, quoi. Voilà, Ils sont arrivés depuis tellement longtemps que c'est ça. c'est Et en aussi. même temps, c'est aussi la terre des ancêtres des Kanaks. Mais il y a aussi un développement économique qui a été fait aussi par la France, on va pas se mentir. Il y a énormément de choses. Euh, Après, il y a aussi un décalage énorme entre le nord, les tribus, et Nouméa, qui est beaucoup plus riche. Voilà. Euh, je pense que tôt ou tard, ça devait péter, quoi. Il y a eu déjà les événements à Ouvéa, dans la grotte d'Ouvéa, etc. Et, euh, et moi, il y a un message que j'ai fait passer justement sur les réseaux sociaux il n'y a pas très longtemps. Euh, j'ai vu des gens qui avaient des discours vraiment en mode presque racial sur les Calédoniens, quoi. En disant, voilà, c'était d'un côté la France et de l'autre, non. Moi, j'ai rappelé en mettant une photo de mon collègue, mon pote qui est mort en Afghanistan, que lui, il était kanak, il était de Ouvéa, justement. Hmm. Et il est mort à 20 ans en Afghanistan, avec un treillis français. Et ça, il ne faut pas qu'on l'oublie aussi. Il faut oublier que euh, ce sont des Français aussi. Et certes, il y a des histoires culturelles, il y a des histoires, il y a un contexte très compliqué là-bas. Économique aussi, on va pas se mentir, c'est aussi économique parce que ça devient très dur, hein, il y a moins en moins de travail, etc. Euh, mais je pense qu'il ne faut pas tout mélanger non plus. Hmm. Voilà. Et c'est comme tous les autres sujets, je pense qu'il faut avoir de la nuance, il faut se renseigner, mais il faut respecter, euh, le fait que c'est français, mais il faut aussi respecter les gens qui vivent là-bas et qui sont sur leur île depuis Ouais, bien sûr. des siècles. Est-ce que tu lis un peu, toi, Ouais, j'adore lire. t'as des références à partager, ça peut être vraiment n'importe quel sujet. J'ai des références à partager, en tout cas, je veux dire des dernières lectures qui m'ont marqué. Ouais, mais même des dernières ou des premières. Peu importe, des Alors, livres que tu recommanderais aux autres ouais, de lire. franchement, je lis vraiment. J'ai un panel de lecture qui est très, très, qui va d'un côté à l'autre, quoi. Voilà, je peux très bien lire. J'aime bien je peux lire du Nietzsche, et puis je peux lire un roman policier, quoi. Je veux dire, Mhm. voilà. Après, je suis moins roman, mais j'adore. Là, j'ai lu un livre. Alors, j'ai eu mes deux livres de 2023. Enfin, Ouais, mes deux derniers livres de 2023, en tout cas qui m'ont marqué mon année 2023, ça a été le livre Utoya de Laurent Berton. d'accord. Je sais pas si tu l'as lu. Non, j'ai pas lu. Sur, tu sais, sur le massacre. Euh, euh, C'était en Norvège, tu sais, sur l'île. Oui, Voilà. ok. Donc il y a eu un livre d'Oberton qui est incroyable, parce qu'il mêle en même temps euh, termes juridiques, termes médicaux, et en même temps ça fait un peu roman à la première personne, enfin Mhm. biographie. Donc je l'ai trouvé incroyable. Et après, il y a un livre aussi là, que j'ai lu très récemment, je l'ai lu deux fois. Je l'ai relu il n'y a pas longtemps, parce qu'il m'a vraiment. Voilà. C'est c'est un livre, c'est sur le dernier soldat de la Deuxième Guerre mondiale, japonais, D'accord. qui était, je ne sais pas si tu connais cette histoire, qui était sur une île, Oui, aux Philippines, ou voilà. et qui savait pas que la guerre était Il ne terminée. savait pas que la guerre, il avait resté plus de 25 ans caché dans la forêt, à continuer la guerre, il a tué je sais pas combien de gens, il tuait des gens pour piller dans les maisons, pour bouffer. Et en fait, même quand à la radio, il a réussi à bricoler une radio, il lui disait, il entendait à la radio que la guerre était finie, Je pensais que c'était de la il pensait propagande. que c'était de la propagande. Du coup, lui, il était carrément à l'opposé, lui, il était vraiment. Voilà. Et du coup, le mec, ils ont été obligés d'envoyer son général de l'époque pour lui faire rendre les armes et tout, parce que le mec, il voulait pas rendre les armes. Et en fait, après, le mec, il a même été citoyen d'honneur de cette île et tout. Mais l'histoire, elle est incroyable. C'est là où on se dit le côté soldat, le côté démouvement, le côté euh, tout seul. Enfin, au début, ils étaient deux, mais pendant plus de 10 ans, il était tout seul, le mec. Ah. Tout seul à essayer de trouver à bouffer, de survivre, et essayer d'envoyer des messages. Il continuait sa mission. Et ce livre, ouais, il a été incroyable. C'est très japonais quand même. Ouais, c'est très japonais, mais le pire, c'est que c'est vrai. Je pense qu'un Français aurait fini par sortir. Je sais pas trop ce qui Ah, se c'est passe quand sûr, même, mais c'est certain. le commandement, ils se sont plantés quelque part. Et le Ouais, ouais. japonais, il remet pas en question le commandement. Donc si le Ah, commandement dit rien, c'est qu'il continue. ah ouais, ouais. Et même quand il y a eu, même quand ils ont dit qu'il a entendu, il explique qu'il a entendu l'empereur du Japon abdiquer, et il a dit c'est impossible.
c'est impossible que l'empereur abdique. Genre, Hmm. pour lui, dans son esprit, c'est même si tous les Japonais doivent mourir, jamais on abdiquera. Donc il pensait vraiment que c'était de la propagande et que c'était faux, quoi. Donc le livre est incroyable, il est touchant. Ils ont fait un film aussi sur ça. Ouais, Euh, donc voilà, ça c'est mes deux lectures de l'année dernière, enfin mes deux plus belles lectures. Après, je conseille aussi un livre donc, de Julien Brie, qui est dans le film justement, d'accord. qui s'appelle Le regard vide. Ok. Donc ce livre parle vraiment à la première personne, donc c'est Julien qui est dans le film, qui raconte Ouais. euh, par quoi il est passé, son vécu après, Hmm. après l'Afghanistan, etc. Euh, donc voilà, ça c'est un livre vraiment que je pense en plus il se lit assez vite, c'est un petit livre quoi, mais je pense qu'il est vraiment très intéressant si on Je s'intéresse au mettrai sujet. de toute façon pareil dans le lien dans la description. À chaque fois, on référence tous les livres. Donc, tu Voilà. me donneras la référence et moi, comme ça, je Ouais, mettrai ça va. Et tous les après liens. j'ai un autre livre. Bien sûr, vas-y. J'ai aussi un livre, alors du coup ça rejoint un peu, même si c'est dans un domaine complètement à part, mais ça rejoint un peu. C'est un livre qui s'appelle L'image du sportif parfait, D'accord. donc de Simone Thiraud. Donc en fait ce livre parle justement c'est une ancienne handballeuse professionnelle Mhm. qui avait un handicap au bras, qui pouvait presque pas se servir de son bras, Ok. et qui a fait une carrière pro, qui allait jusqu'à faire la Coupe du Monde, etc., qui était en pro, qui a joué en première division, en Bundesliga en Allemagne, etc., et qui a dû arrêter sa carrière à 26 ans ou 25 ans à cause des douleurs chroniques, mais qui avait un handicap vraiment à un bras et qui a quand même réussi à percer au niveau. Et donc le livre, il aborde vraiment, moi je trouve que ça se rapproche un peu, même si ça n'a rien à voir, sur le côté invisible. C'est-à-dire qu'elle avait un handicap invisible, elle a essayé de le cacher Ouais, je vois. Ok. pour pouvoir, parce que sinon ils allaient lui dire stop, c'est Hmm. fini. Donc pour pas briser son rêve, elle a caché quand même son handicap. Et du coup, il y a aussi un côté psychologique aussi du fait d'arrêter sa carrière jeune, etc. Donc c'est un très beau livre que je conseille. Eh ben, très bien, je le rajouterai aussi. Est-ce que tu aurais peut-être un petit mot de la fin? Un petit mot de la fin. Petit mot de la fin. Hmm, ouais. Manger 5 fruits et légumes. Non, petit mot de la fin, ouais. Non, mais comme je le disais, j'aimerais revenir. Je sais que peut-être que je ressasse, j'en sais rien. Mais revenir sur ce que je disais, voilà, mon mot de la fin, ce serait vraiment, je dirais aux gens d'essayer de voir, déjà de ne pas voir que le négatif à chaque fois dans chaque chose, de se renseigner quand on parle d'un sujet, ou voilà, notamment des sujets graves comme la guerre, etc. J'aimerais vraiment que les gens prennent conscience de ça. Et je pense que voilà, c'est mon mot de la fin, c'est instruisez-vous, euh, renseignez-vous. Voilà. Si vous voulez parler d'un sujet, si vous vous intéressez à des sujets, renseignez-vous. Voilà, ça peut être juste d'un côté culture générale, ça peut être aussi idéologique, parce qu'il y a des gens qui parlent de ces sujets-là et qui ont un attachement par rapport à religieux ou Mhm. culturel, ou voilà, je sais pas, politique. Mais en tout cas, ça change rien au fait que je pense que les gens doivent vraiment se renseigner, essayer de, voilà, de toujours vérifier les informations, et je pense qu'il n'y a que comme ça que vraiment on avancera. Et voilà, mon mot c'est ça. C'est mon mot de la Bah fin. écoute, c'est très bien. Merci beaucoup, Benjamin. Merci à toi. En tout Merci cas, je vous beaucoup. dis à tous à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Voilà, donc évidemment, tous les liens, je mettrai tout dans la description. Allez soutenir ce travail qui, je pense, mérite d'être un peu plus vu. Merci. Voilà, donc j'espère que cet épisode vous aura intéressé, plu. Si c'est le cas, pensez à laisser des commentaires, à liker la vidéo. Et surtout, je vous le rappelle, vous avez le lien pour le documentaire dans la description. Allez soutenir Benjamin. C'est un excellent travail ce qu'il a fait. Et voilà, je pense que ça mérite d'être le plus vu possible.